Bonsoir. Ce jeudi, nous parlerons de la nouvelle pensée africaine. Il s'agit davantage d'une revue internationale des sciences, culture et patrimoine qui concerne le continent, qui sait peut-être, dont la mission est de révolutionner notre continent et lui donner certainement un nouvel axe de développement. Jean-Eudes Biem est conseiller technique à Cerdo Tola. Il s'agit de cette institution qui évidemment a mené cette réflexion. Avec lui pendant 90 minutes, on va donc essayer de comprendre les contours de cette activité-là. Jean-Eudes, bonsoir. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors, la nouvelle pensée africaine, revue internationale des sciences, culture et patrimoine, c'est une présentation de Cerdo Tola. Qui sait peut-être, on va commencer par un aperçu de cette institution-là. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Comment êtes-vous structuré? Comment vous fonctionnez? Et on va peut-être voir le mécanisme qui a pu mener à cette réflexion, j'ai failli dire, assez riche. Merci beaucoup pour cette opportunité. Il faut dire, le Cerdo Tola est déjà assez bien connu, mais il mériterait sans doute de l'être davantage, d'où l'intérêt de l'opportunité que vous offrez. Le Cerdo Tola est originellement le centre régional de recherche et de documentation sur les traditions orales et les langues africaines. Quand vous regardez l'acronyme, correspond tout à fait à cela. Cette institution panafricaine a été créée en 1977 par les chefs d'État d'Afrique centrale dans la foulée des orientations de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque qui voulait qu'on aille à l'unité africaine par la culture aussi. Et donc il y ait dans chacune des sous-régions, des 5 sous-régions, un centre principal qui va s'atteler à documenter les traditions orales et à étudier les langues africaines pour pouvoir les enseigner, pour pouvoir transmettre les patrimoines culturels, traditionnels et linguistiques aux générations à venir. Et donc, pour préparer la voie à la réalisation de l'unité africaine des peuples. Et donc, en 1977, les chefs d'État d'Afrique centrale ont été parmi les premiers. Et l'ironie, c'est que de ces 5 centres, dans ce qui deviendra plus tard les CER, les communautés économiques régionales, il n'y a que le Cerdo Tola qui est resté. À la faveur de la crise économique, la plupart des sous-régions du continent ont perdu leur institution. L'Afrique centrale a failli perdre également la sienne, mais elle a été remise sur pied grâce au plaidoyer d'un jeune administrateur de l'époque qui est devenu plus tard le secrétaire exécutif et dont le travail était focalisé précisément sur les traditions et les civilisations africaines anciennes. C'est Charles Binambi Koy. Tous ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire la fin de la quarantaine, ont étudié les contes du Cameroun de Charles Binambi Koy et Emmanuel Sundiok au collège, en classe de 6e précisément. Et donc, lorsque le Cerdo Tola connaît son crépuscule, comme la plupart des institutions culturelles de même nature dans les autres sous-régions, il va porter le plaidoyer vis-à-vis des chefs d'État et d'autres acteurs, de manière à ce qu'on relance le Cerdo Tola. À la faveur de cette relance, le Cerdo Tola a bénéficié de l'appui des gouvernements, en particulier du gouvernement camerounais, qui a consenti à lui accorder les pleins privilèges et immunités diplomatiques, les franchises académiques d'une organisation internationale de même nature, à peu près comme l'UNESCO, etc. Donc le Cerdo Tola est désormais une organisation internationale et non plus simplement un centre de recherche régional. Toutefois, il a été préféré par le conseil d'administration de garder l'acronyme Cerdo Tola. Bien que actuellement, si vous voulez, l'intitulé Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines ne correspond pas parfaitement, mais on maintient cela. Donc, il s'agit d'un organisme désormais panafricain, intergouvernemental, de recherche scientifique et culturelle, de préservation, de documentation et de valorisation des patrimoines africains au service de la Renaissance africaine. Le Cerdo Tola a comme organe suprême son conseil d'administration où siègent les plénipotentiaires des différents pays membres, dont les pays d'Afrique centrale sont les fondateurs. Évidemment, les adhésions ont été réouvertes
étant donné la portée désormais panafricaine et non plus simplement régionale. Il y en a combien aujourd'hui? Pour le moment, il y a 11 pays membres. Il y en a qui sont en train de négociation d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, en l'occurrence. Et il n'est pas inopportun de signaler que en 2024 a ouvert à Bujumbura le bureau régional du CERDOTOLA pour l'Afrique orientale et australe. D'accord. Donc, c'est dire que l'expansion continue, mais la mission reste fondamentale, sauf qu'elle doit être désormais réorientée au niveau des concepts, au niveau des préoccupations et surtout de l'actualité des ambitions africaines de transformation structurelle, d'émergence, de construction de l'Afrique que nous voulons. Une Afrique prospère, unie, en paix, jouant un rôle important sur la scène mondiale. Actuellement, les ressources de la pensée, les institutions africaines, les institutions nationales comme régionales, comme continentales, ne sont pas tout à fait prêtes pour la réalisation de cette ambition. Et le CERDOTOLA, à partir des résultats de la recherche, y compris stratégique qu'elle mène, en est venu à la conclusion qu'effectivement, il faut désormais aller armer ou réarmer la pensée pour donner des concepts à toute la démarche qui doit conduire à la construction de la puissance africaine, à la réalisation des objectifs, des ambitions nationales d'émergence, de transformation structurelle, etc. Conseil d'administration, il y a des démembrements pays? Oui, chaque pays membre a un bureau pays en principe. D'accord. Le siège qui est à Yaoundé sert également de bureau pays national. Il y a bureau pays au Tchad, au Burundi, j'en parlais tout à l'heure, à RDC, au Congo. Bref, dans les différents pays, il y a des bureaux pays. Bien évidemment, l'organe de gestion quotidienne, c'est le secrétariat exécutif. Et l'actuel secrétaire exécutif, le professeur Charles Binambikoy, il est l'initiateur si vous voulez, de cette idée de nouvelle pensée africaine, mais évidemment qui vient d'assez loin. Elle a été maturée pendant plus d'une décennie avant d'être présentée aujourd'hui. Et pour compléter peut-être le tableau à ce niveau, nous avons le secrétariat exécutif qui est chargé de la gestion quotidienne et la recherche s'organise avec des partenaires à travers des unités, des modules de recherche. Nous avons un laboratoire de ressources orales parce que les objets premiers sur lesquels le CERDOTOLA a travaillé, c'était d'abord les traditions orales. Donc les chefs d'État ont cru bon de mettre sur pied un laboratoire de ressources orales qui tient lieu de bibliothèque numérique également de tout ce qui est documenté par le CERDOTOLA et qui est prêt à être exploité par les chercheurs, à être analysé. Nous avons des partenaires universitaires et d'autres centres de recherche de par le monde, en particulier sur le continent et dans la diaspora africaine. Nous avons des équipes de chercheurs, souvent ad hoc, parce que le principe, c'est d'éviter la fonctionnalisation des chercheurs, qui est parfois contre-productive. Donc nous avons des mécanismes d'association à la recherche, tels que différents chercheurs... par thématique. Oui, selon que leurs projets thématiques correspondent à la mission et aux objets de recherche du CERDOTOLA, à ses objectifs stratégiques et ceux des pays africains. Ces chercheurs peuvent donc venir proposer une association à la recherche avec divers mécanismes modulaires de financement, etc. Cela dit, j'observe qu'il y a un conseil scientifique bien fourni, quelques noms, Jacques Famin Ndongo, le ministre d'État, des enseignements supérieurs, Théophile Obenga, Achille Bembe, Grégoire Biyogo, bref, il y en a une bonne petite dizaine. Dieudonné Mignam Missi, pour ne citer que ces quelques-uns. Vous avez le comité éditorial, dont vous êtes vous-même coordinateur. Ensuite, vous êtes avec Didier Galebay, Emmanuel Mosseli Makasso, Alain Sèche Godomben. Y a-t-il un type un schéma de recherche précis adapté à chaque thématique où les chercheurs consultés utilisent leurs propres techniques? Alors, la méthode originale, lorsque le CERDOTOLA devait travailler d'abord sur les matériaux de terrain, c'était des méthodes de documentation. Des choses qui n'étaient pas connues, qu'il fallait mettre à jour, il fallait documenter
de façon audiovisuelle en particulier, etc. Mais et cela fait partie des préoccupations et des objectifs de la nouvelle pensée africaine. Est-ce qu'il y a une méthode de recherche, une approche de recherche qui s'appliquera à tous les objets? La réponse est non. Nous avons commis cette erreur pendant très longtemps. La science objectiviste du 19e siècle, qui a prouvé son obsolescence depuis bien longtemps déjà, depuis au moins le milieu du 20e siècle, nous a amené à croire qu'il y avait une manière d'approche objective où le sujet qui connaît, le sujet connaissant ou qui apprend, et l'objet connu sont totalement distincts, et le sujet connaissant peut approcher l'objet connu ou à connaître en toute distance, en toute objectivité, sans implication, sans parti pris. Nous savons aujourd'hui que cet objectivisme-là, il est fallacieux dans la plupart des cas. Et donc, ne prenant que cet exemple matriciel, on est arrivé à cette conclusion que c'est l'objet qui commande la méthode et non pas l'inverse. Si vous avez une méthode qui s'applique à tous, c'est un peu comme on dit, quand vous avez un marteau, vous prenez tout pour des clous. Or, tout dans la vie n'est pas un clou. Absolument. Une ampoule n'est pas un clou. Voilà, donc, par conséquent, c'est l'objet qui dicte la méthode. Et la nouvelle pensée africaine est extrêmement attentive à ces exigences méthodologiques. Venons-en. Qu'est-ce que vous mettez dans la nouvelle pensée africaine? On dirait une expression très intelligente, intellectuelle, qui pour des accès peut-être les moins anti-académiques. Qu'est-ce que vous y mettez, nouvelle pensée africaine, et qui sait peut-être quelles en sont les grandes lignes? Merci. Vous avez raison, Monsieur Tongo. C'est pas quelque chose de facile, et nous-mêmes nous avons hésité avant d'adopter cette expression, nouvelle pensée africaine. Nous n'ignorons pas les interrogations que cela suscite, et bien que cela suscite des interrogations, c'est tant mieux. La nouvelle pensée africaine, effectivement, on peut, si on veut mal comprendre, l'opposer à l'ancienne pensée africaine, si on veut dire, ou si on veut travailler simplement. Vous nous éloignez davantage de la compréhension. Exactement. Ce n'est pas le souhait, au contraire. Alors, il y a tous les enjeux de renouvellement de la pensée africaine face au renouvellement constant des défis africains. La science, d'abord il faut comprendre que le développement est d'abord un processus d'apprentissage. Exact. Et donc, on a considéré jusqu'ici le développement comme étant un horizon que l'on peut atteindre en faisant simplement comme peut-être certains maîtres ont fait dans le passé, comme si certaines choses avaient été découvertes une fois pour toutes et qu'il nous suffisait d'emprunter le vade-mecum de ceux qui ont réussi pour les faire. Aujourd'hui, on va vous dire qu'en ce qui concerne l'émergence de l'Afrique, le développement de l'Afrique, il n'y a pas de vieux sages. Et il n'y a pas de pays phare, de pays exemple. Même les Nations Unies, lorsque Carlos Lopez était à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'une des conclusions auxquelles les recherches sur l'industrialisation de l'Afrique ont abouti, c'est qu'il n'y a pas de voie que l'Afrique doive imiter pour parvenir à sa transformation structurelle. L'Afrique trouvera sa propre voie pour sa transformation structurelle, son industrialisation, ou ne s'industrialisera pas. Et telle est bien la conclusion. Alors cette conclusion, les Nations Unies y parviennent en 2016. Le CERDOTOLA organise en 2015 un colloque international très couru sur l'Afrique à la quête d'un développement endogène et culturellement soutenable. Et la conclusion, c'est cette hypothèse projective. D'accord. Le développement, l'industrialisation, l'émergence et la transformation structurelle de l'Afrique au XXIe siècle seront endogènes et culturellement soutenables ou ne seront pas. Endogène, c'est-à-dire la production locale. Absolument. Un peu comme dirait Césaire en termes très poétiques, la faire produire de son intériorité close la succulence des fruits. C'est le défi qu'elle lance à l'Afrique. Donc, si on veut aller de façon modulaire, sur le plan économique par exemple, l'Afrique s'est mise en idée qu'il suffisait d'appliquer les préceptes soit du socialisme, soit du libéralisme pour réussir à se moderniser, s'industrialiser, émerger, etc. On a essayé le socialisme africain ici, le socialisme tout court là, le libéralisme, c'est tout le monde qui en jure aujourd'hui. Résultat, après 60 ans d'indépendance, c'est très clair. 7 décennies de tentatives d'imitation. Donc, j'ai été sur le plan modulaire. Maintenant, allons sur le plan général. On peut dire que l'actuelle pensée africaine est une pensée d'emprunt, une pensée d'imitation,
une pensée de reproduction, Pour parler de façon tribale, les colons nous ont imposé leur façon de voir, de penser, de concevoir, de nous reproduire et ainsi de suite. On peut dire cela, mais l'auto-imposition est peut-être pire que l'imposition des colons. Okay. Nous avons intériorisé les codes de notre emprisonnement dans la répétition, la répétition asservissante. Et c'est avec cela que nous avons que devoir fonctionner. Dans tous les domaines, la pensée qui guide les institutions africaines, les processus, les coordonnées de l'action sont des pensées d'emprunt, relèvent d'une pensée d'emprunt qui ne correspond pas aux réalités africaines, et cette pensée-là, cette méthode, était souvent utilisée par ceux qui les ont élaborées pour asservir l'Afrique. Okay. Et donc, lorsque vous avez remplacé les administrateurs coloniaux par leurs succédanés africains, le schéma n'a pas changé. Vous avez gardé la méthode. La volonté d'actualisation et de mise en œuvre d'une nouvelle pensée africaine. En tout cas, oui. Alors, mais là, l'actualisation, elle va dans divers sens. Il ne s'agit pas simplement d'actualiser ce qui est déjà. Il ne s'agit pas seulement de mettre à jour la pensée imitatrice. Il s'agit d'actualiser l'ensemble des héritages qui fondent la rationalité africaine. À travers de nouvelles recherches. De nouvelles recherches, mais surtout une nouvelle perspective, une nouvelle optique sur la réalité. Comment voyez-vous la réalité au départ? Est-ce que vous voyez la réalité comme quelque chose que vous ignorez, que d'autres ont étudié, et que vous ne pouvez approcher qu'à partir des études des autres, même quand ces études-là étaient dirigées vers votre asservissement et votre appauvrissement éternel? Ça peut être une manière de mise à jour. Maintenant, il ne s'agit pas de cela. Il y a en revanche une confrontation entre l'endogène et l'exogène. Il y a la sagesse des Africains et la sagesse du monde. L'actualisation veut une sorte de raisonnement pragmatique où, lorsque c'est la sagesse africaine, les connaissances africaines, les patrimoines africains qui offrent la meilleure voie de réflexion, d'action et de solution, alors à ce moment, au lieu de rester sur l'idéologie de l'arriération de l'Afrique, qui nous oblige à emprunter ailleurs une sagesse que nous possédons mieux, il vaut mieux à ce moment-là choisir de travailler avec les instruments, les outils, les concepts africains. Mais si, face à un problème, c'est plutôt les connaissances, les expériences d'autres parties, d'autres peuples du monde, on peut même dire d'autres époques du temps mondial qui correspondent mieux pour résoudre le problème, eh bien c'est cela. Mais le plus souvent en réalité, c'est qu'il faudra faire le bilan. Absolument. Quel est ce qui marche le plus dans ce cas-ci? Vous n'avez pas de nouvelles recherches, de nouvelles réflexions. Effectivement, ça c'est l'une des modalités du renouvellement de la pensée. Nous avons pensé que le libéralisme garantirait notre développement. Ce n'est pas le cas. Absolument. Maintenant, il ne s'agit pas de dire, comme le libéralisme d'essence exogène n'a pas marché, on bascule vers de l'afro-radicalisme sous prétexte qu'il est endogène. Il peut aussi être faux. Il y a de bonnes traditions, il y en a de mauvaises. Absolument. Et donc, par conséquent, il faut faire une évaluation pragmatique, mais également une évaluation théorique pour voir exactement la somme des connaissances, à partir de la somme des connaissances les plus avérées dont nous disposons actuellement, quel est le corps de connaissances le plus adapté à la résolution de ce problème, à l'abord de telle ou telle problématique. Mais vous le dites avec tellement de fluidité, j'ai failli dire de facilité, comme si vous n'êtes confronté à aucune difficulté, comme si il suffit de mener la pensée et de la mettre en œuvre. Y a-t-il des défis? Quels sont-ils? Comment est-ce que vous les appréhendez et quelles sont les solutions que vous y apportez? Alors, vous voulez dire des défis? Il y a plusieurs types de défis. Il y a des défis internes à la pensée, qui peuvent être des défis et des obstacles à la conception, la finalisation, la réalisation au niveau de la pensée, au niveau conceptuel, au niveau cognitif de la nouvelle pensée africaine. Il y a également des défis de type institutionnel, c'est-à-dire à supposer qu'on réussisse dans le premier segment, qui est, pour ainsi dire, interne à la pensée, à la recherche, à la science, comment institutionnaliser, parce que la science est aussi une institution, un ensemble d'institutions. Absolument. Concernant le premier segment, du point de vue interne à la pensée, ça concerne aussi bien les penseurs, chercheurs et scientifiques eux-mêmes que l'esprit public, puisque les deux s'entrecroisent et s'entrepénètrent, etc. Il se trouve que nous sommes, dans l'esprit public, comme dans les différentes disciplines des sciences, non seulement
sociales, mais culturelles, mais naturelles, nous sommes enfermés dans un certain nombre d'obstacles qui sont extrêmement pondéreux. Le premier obstacle, je dirais que c'est l'infantilisme instituant. C'est-à-dire, nous sommes encore, pour la plus grande part, en Afrique, enfermés dans cette conception selon laquelle l'Afrique est, pour ainsi dire, un enfant qui doit compter sur des adultes bienveillants pour pouvoir grandir. Cette disposition d'esprit, on l'appelle l'altricialité. Et donc, cette altricialité instituante se manifeste de cette façon. La récitation, que ce soit à la fac, que ce soit dans les laboratoires de recherche, que ce soit dans l'esprit public, à la télévision, les Africains récitent énormément. À l'université, la partie la plus intéressante d'une thèse de doctorat ou d'un mémoire de master ou autre, c'est souvent la revue de littérature, la grande recension. Les Africains sont très forts, nous sommes très forts, parce que frappés d'externalité comme nous le sommes, nous savons tout ce qui se passe à l'étranger. Donc nous étudions beaucoup ce que les autres ont fait. Si bien que nous sommes des forces de récitation en tant qu'intellectuels scientifiques, en tout cas diplômés africains, c'est ce que le professeur Koumandouba appelle parfois des diplômés analphabètes, nous sommes très bons dans la grande recension. C'est-à-dire notre science est orientée vers le passé, vers ce qui a déjà été fait, la connaissance de ce qui a déjà été réalisé. Et ça a été réalisé par des gens supposés supérieurs à nous, adultes, qui eux pensent. Et nous ne pouvons pas penser, nous pouvons réciter ce qu'ils disent. Et donc, lorsque nous abordons les réalités africaines, nous allons être ceux-là qui ont du matériau brut, qu'ils vont donner à ceux qui ont des concepts. Donc, nous avons la réalité, mais les autres ont les concepts. Et donc, à ce moment-là, ces autres-là sont des adultes. Il faut revenir ici dans les traditions, si vous voulez, dans l'histoire intellectuelle de l'Afrique, au passage de la précolonialité à la colonialité. Il se trouve qu'effectivement, lorsqu'on prend les traditions aujourd'hui, on croit que c'est ça l'Afrique, on récite. Mais c'est les enfants qui récitent en Afrique. Les adultes ne récitaient pas dans l'Afrique des traditions. Lorsqu'on récite des contes, des proverbes, des légendes, des histoires de femmes... Ça participe de leur apprentissage, de leur maturité intellectuelle. Mais dès lors qu'on a maturé justement l'intellect, on n'est plus dans la récitation, on questionne cela. Par exemple, lorsque on disait que si une femme mange des œufs, une femme enceinte mange des œufs, son enfant aura le crâne fragile. Les enfants récitaient cela. Absolument. Et prenaient cela pour argent comptant. Les vieux savaient qu'il n'en est rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils continuent à apprendre ça aux enfants? Parce que l'important ici, ce n'est pas le contenu. L'important, c'est la fonction. Et quelle est la fonction de la récitation? C'est d'abord l'acquisition, l'assimilation, l'intériorisation, non seulement d'une méthode de connaissance qui est la mémoire, qui manque énormément aujourd'hui dans le monde, si vous regardez partout, au niveau mnémotechnique, l'Afrique des traditions est l'une des plus fortes, sinon la plus forte tradition qui ait existé dans l'histoire. La mémoire africaine est extrêmement forte. Alors, le vieux savait que c'est la fonction sociale de la régulation. Lorsqu'on dit à la femme ne mange pas des œufs pendant la grossesse, ce n'est pas forcément parce que les œufs sont mauvais. La femme doit obéir parce que ça permet une certaine régulation sociale. Les sociétés n'étaient pas parfaites. Elles avaient leur manière de s'autoréguler. Ça, c'était une manière d'autorégulation. Et donc, lorsque le colon arrive, il estime que nous sommes de grands récitants, il prend des enfants et les installe comme dirigeants. Nos dirigeants sont essentiellement des récitants. C'est très, très difficile d'entendre une idée originale sortir de la bouche d'un dirigeant africain, même lorsqu'il est entouré d'universitaires. Vous pensez à qui? Tous les dirigeants africains. Aujourd'hui, par exemple... Je suis le meilleur élève. Ils sont tous des libéraux. Ouais. D'accord? Tous des libéraux. Aujourd'hui, l'Union africaine, ce ne sont que des libéraux. Absolument. Tout le monde est libéral. Mais qui vous a dit que l'individu est le summum bonhomme de la vie humaine, l'individualisme, par exemple? Il est démontré, au contraire, que l'individualisme aujourd'hui, c'est un problème dans toutes les dimensions, y compris économiques. Qui vous a dit? Tous sont des capitalistes également, d'accord? Donc, les pères altriciaux, en principe, leur ont dit, soit vous êtes socialiste, soit vous êtes capitaliste. Il n'y a pas eu beaucoup qui ont pu dire autre chose. Lorsque Senghor et Nyerere disent une voie africaine du socialisme, d'accord, mais on est encore là dans l'altricialité. On espère que les pères socialistes et la sagesse des pères socialistes va servir aux enfants qui ont encore besoin de grandir. Mais la solution, c'est Frantz Fanon, je vais m'arrêter là pour le premier élément, qui l'a formulé. L'Afrique ne sera jamais indépendante tant qu'elle sera soumise à l'alternative cruelle entre soit capitalisme, soit socialisme. Vous avez parlé de nos dirigeants et leur facilité à assimiler. Justement, la question de l'ère du temps, c'est la question de gouvernance en Afrique.
qui se manifeste de plusieurs manières, selon les contextes, selon les pays, selon la conjoncture internationale. Vous, quel lien existe entre la nouvelle pensée africaine et la gouvernance en Afrique? Alors, la nouvelle pensée africaine, elle a des liens avec des pensées, les meilleures pensées de toutes les régions du monde. Dans l'absolutisme. Dans toute l'histoire. Pas dans l'absolutisme, dans la recherche, si vous voulez, de la parcimonie scientifique. D'accord. Toutes choses étant égales, la solution la plus simple est la meilleure. Et donc, si la solution la plus simple a été retrouvée ailleurs, on peut l'adopter. Maintenant, lorsque vous envisagez les choses dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de les envisager dans l'absolu d'ailleurs. La question de la gouvernance n'est qu'une question parmi tant d'autres, mais elle est centrale. Nous allons y arriver. Il se trouve que la pensée qui se veut au meilleur niveau mondial est une pensée qui va être à la fois critique de la philosophie et critique du pouvoir, de la réalité, si on veut. Et donc, de ce point de vue, la nouvelle pensée africaine va partager des affinités avec ce qu'on a appelé la théorie critique. Okay. Donc, il s'agit d'une nouvelle optique qui permet de critiquer l'existant pour projeter les alternatives. Et évidemment, ce n'est pas une invention dans l'absolu, non. Mais il se trouve que nous ne l'avons pas toujours fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des forces de recension de la science advenue, même lorsqu'elle est fausse, mais pas des forces de proposition. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir des forces de proposition? Il faut commencer donc par la critique des coordonnées de la conduite des peuples et même de la science elle-même. D'où la question de la gouvernance. On parle de gouvernance publique, on parle de gouvernance scientifique, on parle de la gouvernance d'entreprise, etc. Toutes ces gouvernances-là sont extrêmement lacunaires, en ce qui concerne du moins l'Afrique et ses ambitions de transformation. N'oublions pas que la gouvernance vient de la governance anglo-saxonne, qui elle-même est alignée sur la corporate governance, qui est la gouvernance d'entreprise. Adossée à l'idéologie libérale, il s'agit d'une approche qui veut nous faire croire qu'on peut gouverner les États, les communautés, comme on gouverne les entreprises. Cela n'est pas toujours adéquat. Et donc, dans la rationalité instrumentale du libéralisme économique, on veut tout diriger de cette façon, mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça que même les pays les plus capitalistes ont des réserves de ressources, de sources de croissance qui échappent, si vous voulez, à l'hégémonie, et qui échappent à la dictature du privé et de l'individu. Il s'agit donc de critiquer la gouvernance et la bonne gouvernance pour chercher le bon gouvernement. C'est précisément l'objet de l'article de Charles Binambi-Koy dans ce numéro initial. Quel bon gouvernement pour les sociétés et la science dans l'Afrique nouvelle? Ça existe? Le bon gouvernement? Oui. Ben allons-y, on peut en explorer quelques délinéaments. Allons-y. Alors, d'abord, le bon gouvernement n'est pas la bonne gouvernance. Ok. La bonne gouvernance fait trait à des processus. On doit avoir un bon gouvernement sans bonne gouvernance. Essentiellement processuel. Si la bonne gouvernance doit être pertinente, elle doit être subsumée dans le bon gouvernement. Et le bon gouvernement doit être saisi d'emblée dans ces trois déclinaisons minimales. Le gouvernement, c'est d'abord l'ensemble des personnes qui gouvernent. Ensuite, l'ensemble des institutions qu'animent ceux qui gouvernent. Et troisièmement, les méthodes, approches et arts mis en œuvre qui déterminent la manière de gouverner, les procédures. Donc la bonne gouvernance a ce défaut principal, c'est qu'elle se focalise sur les processus, les coordonnées. Même lorsqu'elle fait des prescriptions, comme c'est souvent le cas dans le cadre du libéralisme, pour un certain type d'institution, elle est très procédurale. Donc il faut un bon gouvernement substantiel et non pas une bonne gouvernance procédurale tout simplement. Prenez par exemple, vous avoir de mauvaises institutions, de mauvaises coordonnées ou prescriptions et faire de la bonne gouvernance avec. Pour ne citer qu'un exemple. Prenez la doctrine de la sécurité alimentaire, qui a été, de mon point de vue, à l'origine des émeutes de la faim presque partout dans la seconde moitié des années 2000. Alors, que dit la doctrine de la sécurité alimentaire, la doctrine très libérale?
Vous, les pays africains pauvres, les États rentiers qui ne transforment rien, qui produisent, qui sont dans l'économie encore au niveau de la rente et de la subsistance, vous n'avez pas besoin de produire votre propre nourriture pour avoir la sécurité alimentaire. Vous avez besoin de produire des devises avec des produits de rente que vous exportez. Ces devises vont vous permettre d'acheter des produits alimentaires sur les marchés internationaux et votre sécurité alimentaire sera garantie de cette façon-là. Nous savons qu'il n'en est rien. Les pays africains et même autres, comme le Mexique, qui ont beaucoup mis l'accent sur la bonne gouvernance, ont connu des meutes de la faim qui ont conduit à des dizaines de morts, à des centaines de morts ici et là, etc. Tout simplement parce que la doctrine elle-même était fausse. On a bien gouverné sur la base de cette doctrine, mais elle était fausse. La nouvelle pensée africaine suggérera, au contraire, à ce niveau-là, de rechercher non pas la sécurité alimentaire, mais la souveraineté alimentaire. D'accord. Et comment vous évaluez tout cela? Je veux dire que quels critères permettent d'évaluer la conformité d'une telle théorie du point de vue, ou du moins aux impératifs de l'afrocentricité? Ben, c'est une question extrêmement importante. Alors, d'abord, l'afrocentricité elle-même, il faut la définir. Exact. Il y a une grande confusion dans l'esprit public. Aujourd'hui, nous avons les kémites, les afrocentristes, les afro-radicaux qui semblent se conduire comme si la violence dans le rejet des partenaires étrangers ayant un passé colonial est en soi une politique. Elle est déterminante, certainement. Le rejet de la colonisation est déterminant. On ne pourra pas faire avec. Il faut rejeter le principe colonial. Il faut rejeter la colonisation en son principe sans compromis. Okay. Voilà, il n'y a aucun pays qui s'est développé parce qu'il a été bien colonisé ou parce qu'il a des colonisateurs généreux. Ça n'existe pas. Cela dit, lorsque l'on veut construire, on a parlé tout à l'heure des Césaires, on construit à partir de ce que l'on a et non pas du rejet de l'altérité. Donc le rejet de l'autre par lui-même et à lui seul ne constitue pas une politique, encore moins une politique probante capable de porter des résultats. Absolument. Et donc, qu'est-ce que l'afrocentricité par opposition, je dirais presque par opposition à l'afrocentrisme? L'afrocentrisme est une idéologie. L'afrocentricité est une posture méthodologique, une posture épistémologique, une optique sur la réalité. L'afrocentricité, conçue notamment par Molefi Keté-Asante, et qui nous fait l'honneur d'être à la fois auteur d'un article, l'article d'évaluation initiale dans ce numéro inaugural de Nouvelle Pensée africaine, de la revue, et qui est également au conseil scientifique, c'est le principal théoricien de l'afrocentricité. Et les afrocentristes, parfois, ne le connaissent pas très bien. Absolument. Mais je constate également que certains critiques de l'afrocentrisme ne le connaissent pas non plus. Okay. Par exemple, le meilleur d'entre nous, quand je dis le meilleur d'entre nous, les penseurs africains, Achille Mbembe, dans un de ses ouvrages, il y a 25 ans, il renvoyait dos à dos l'afro-pessimisme et l'afrocentrisme. Nous en avons parlé, effectivement, à l'époque, il n'était pas très familier de la réflexion afrocentriste. Et donc, il parlait d'afrocentrisme et non pas d'afrocentricité. D'accord. On peut parler d'afrocentrisme, on va dire non, l'Afrique se suffit à elle-même, donc elle est peut-être le centre du monde, pourquoi pas. L'Afrique peut même être le science du monde, le centre du monde. Mais l'afrocentricité dit, ma posture méthodologique c'est que lorsque les Européens font la science, ils mettent les réalités européennes, la pensée européenne, l'approche européenne de la réalité au centre, à la fois de la réflexion, des préoccupations, des finalités. Il c'est simplement juste et raisonnable que lorsqu'il s'agit des réalités africaines, que ce soit, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, que ce soit les réalités africaines, les approches africaines, la réflexion africaine, les traditions africaines même qui soient mises au centre pour comprendre les réalités africaines. Si vous voulez comprendre Longondo, par exemple, Éric de Rony d'Ibunja a été ici pendant longtemps, mais lui, il a dû s'initier dans Longondo, il est devenu un disciple des maîtres du Ngondo pour pouvoir étudier Longondo. Or, lorsqu'il arrive, Éric de Rony, c'est un aristocrate français, mais lorsqu'il arrive, il est plein de théories eurocentristes sur l'Afrique et ses rites, sa société secrète, etc., etc. Donc, Éric de Rony d'Ibunja est arrivé ici, eurocentriste, en pratiquant l'africanisme eurocentriste, mais après il s'est converti à l'approche afrocentriste des réalités africaines comme le Ngondo. Voilà la grande différence entre l'afrocentricité. Donc, on peut être afrocentriste sans être africain. Si la condition, c'est qu'on mette l'Afrique, ses préoccupations, ses réalités au centre d'une réflexion concernant l'Afrique.
Et en quoi consiste la méthodologie possibilisationniste que vous développez et surtout, comment elle favorise-t-elle l'émergence africaine? Alors ça c'est beaucoup de questions en même temps qui demandent également une explication possible. Oui, longue peut-être, mais je vais essayer d'abréger. D'abord, je mets en avant la méthodologie possibilisationniste pour essayer de lever l'un des obstacles, l'une des hypothèques que j'ai évoquées tout à l'heure, la question de la répétition. D'accord. La question de la répétition, c'est un obstacle qui dépossibilise, qui impossibilise même. Et la nature. Les avancées de l'Afrique vers les solutions, vers les finalités que nous recherchons. Donc, il y a deux choses à cela. Premièrement, la question de la possibilité. D'accord. Ça découle d'une philosophie de la possibilité. Et la philosophie de la possibilité, aujourd'hui, qui est dominante, on peut dire que c'est le possibilisme. Okay. Le possibilisme nous vient de la géographie, notamment de la géopolitique en particulier, lorsque c'est appliqué, c'est avec la stratégie appliquée. Lorsque la géopolitique commence à la fin du 19e siècle, et cela dans la grande récension également, les grands auteurs sont déterministes. Ils disent que l'environnement détermine les actions des hommes, détermine le gouvernement, détermine même peut-être les formes sociales et politiques, les institutions. Et le possibilisme va partir des Allemands, en particulier, comme Friedrich Ratzel, il va connaître son paroxysme avec l'autre philosophe qui a été avec les nazis, le principal géopoliticien des nazis. Alors, pour eux, il y a ce proverbe qui dit « Donnez un revolver à un Allemand, tôt ou tard, il l'utilisera contre un Russe. » Ah ouais. L'Allemagne qui est coincée au milieu des Romano-Germains à l'ouest et des Slaves à l'est a eu beaucoup de problèmes historiquement, a dû toujours se défendre. Parce que ces deux entités sont aussi énormes l'une que l'autre, même si les Allemands les ont colonisées plusieurs fois depuis les temps anciens. Et donc, les Allemands sont donc obligés de tirer les premiers parce qu'ils sont pris en tenaille. Surtout, Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre, romano-germains à l'ouest, sont des alliés des Russes, slaves à l'ouest. L'Allemagne doit tirer la première. Absolument. Ça conduit à deux guerres mondiales. Et donc, Karl Haushofer, ce géopoliticien nazi, il va concevoir, donc, c'est lui qui achève pratiquement la méthode déterministe. Et les nazis disent qu'il nous faut un espace vital. Ça fait partie d'une réflexion déterministe, parce que la géographie nous oblige à nous comporter d'une certaine façon. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul scientifique dans le monde qui est déterministe. En tout cas, pas un scientifique sérieux. Là, je suis dans l'absolu. C'est dur, c'est dur parce que c'est tout simplement faux. Il n'y a pas de déterminisme environnemental qui vous oblige, parce que vous êtes dans un certain environnement, d'avoir une certaine culture, par exemple une culture violente, parce que vous êtes dans la neige même. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui dit que les leucodermes, les blancs, comme on dit trivialement, la rareté dans leur environnement les a obligés à être agressifs envers le reste du monde pour pouvoir prospérer. C'était peut-être vrai hier, mais l'agression coloniale, et c'est encore eux qui le prouvent aujourd'hui, n'est plus indispensable pour la prospérité de l'Europe, même si sa mentalité est assez restée là-dedans. Donc, il y a d'autres auteurs qui disent non, il y a de la causation environnementale, mais elle ne détermine pas absolument ce que vous avez à faire dans un certain environnement. Il y a toujours des possibilités. C'est-à-dire que l'environnement peut influencer, absolument, mais n'est pas totalement déterminant. Pas de manière absolue. Absolument. Et donc, on va du déterminisme à la causation environnementale, et en poussant les recherches, la théorie aboutit sur le possibilisme. C'est-à-dire, quel que soit l'environnement, quelles que soient les contraintes, ce ne sont pas des déterminations absolues, ce sont des conditions de possibilité. Donc, le possibilisme, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il fonctionne, mais il me semble qu'il a des faiblesses pragmatiques. Parce que le possibilisme laisse ouvertes toutes les possibilités. Mais il s'agit pour nous, aujourd'hui en Afrique, de construire l'Afrique que nous voulons. Okay. Il ne s'agit donc pas, on ne peut donc pas, si on veut, saisir toutes les possibilités et en faire advenir une, laisser toutes les possibilités ouvertes. Il faut fermer la porte aux possibilités indésirables pour imposer, conduire les systèmes socio-économiques, socio-culturels vers la finalité que nous voulons. Il faut donc possibiliser les meilleures finalités qui sont les nôtres. Dès lors, la question qui suit, c'est justement,
comment la nouvelle pensée africaine peut imposer ou influencer la gouvernance en Afrique? Alors, premièrement, la manière dont vous pensez conditionne, possibilise, parfois détermine considérablement, pas dans l'absolu, mais détermine considérablement, surdétermine même la manière dont vous allez faire. Si par exemple, prenons un exemple très simple, aujourd'hui dans le monde, je pense qu'il y a un idéologème, c'est-à-dire une unité des idéologies qui est extrêmement forte, qui domine le monde sans même s'exprimer. There is no alternative. Ah ouais. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme libéral. La Chine même ne se serait développée qu'en adoptant la main invisible de l'entreprise, du capital, etc., etc. Mais c'est tout à fait faux, il n'y a pas d'alternative. La Chine, comme prend un exemple, c'est également l'exemple de l'inverse. C'est-à-dire que la Chine ne s'est pas développée simplement parce qu'elle a adopté le capitalisme. Elle s'est développée parce qu'elle a adopté le capitalisme et l'a hybridé, l'a adapté à ses conditions, y compris philosophiques. Donc la Chine, aujourd'hui, on ne peut pas dire que son économie ou que son idéologie soit uniquement capitaliste. D'ailleurs, eux-mêmes, ils disent, peu importe que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape le gibier. Donc les Chinois sont d'abord pragmatiques. Et ce pragmatisme ne vient pas du capitalisme. Il vient du confucianisme. Il vient du bouddhisme. Il vient du socialisme. D'ailleurs, le plus grand parti politique au monde aujourd'hui, c'est bien le Parti communiste chinois. Donc, lorsqu'on parle d'idéologie politique aujourd'hui, le corps politique partisan le plus fort n'est pas capitaliste, il est communiste. Et c'est lui qui dirige la première puissance économique mondiale, la République populaire de Chine. Et donc, par conséquent... Mais il est localisé. Oui, je fais bien. D'accord. Et lorsqu'il vient donc chez vous, il vous dit, moi, je n'ai pas de modèle pour vous. Les Chinois ont cet avantage-là sur les Occidentaux. Les Chinois ne fonctionnent pas avec le modèle de Tina. There is no alternative. C'est faux qu'il n'y a pas d'alternative. Aucun Chinois ne croit ça. Surtout aucun décideur chinois ne croit ça. Mais quand vous regardez les chefs d'État africains, les gouvernants africains, les patrons de la gouvernance africaine, tous semblent convaincus qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme. C'est archi faux. Cela dit, en termes de modèle de gouvernance, lequel pourrait émerger d'une application certaine, concrète de la pensée de la nouvelle pensée africaine dont vous faites la promotion désormais? Je prendrai de la distance pour dire, c'est peut-être pas d'un modèle de gouvernance qu'on a besoin. Il n'y en a pas un type. Non, je veux dire ceci. La gouvernance, ou ce qu'on appelle comme ça de façon assez restrictive, comme je l'ai dit avant, doit s'inscrire dans un cadre général de gouvernement, y compris du gouvernement des idées. Comment gouvernons-nous les idées chez nous aujourd'hui en Afrique? Les jeunes sont obligés de se radicaliser aussi parce que personne ne les écoute d'une certaine manière. Les jeunes disent également, on veut du concret, on ne veut plus de la philosophie, on entend également ça. Mais c'est parce qu'on leur a mis en tête une certaine idéologie selon laquelle c'est pas la peine d'étudier l'histoire, la littérature, la philosophie, etc. Désormais, il faut chercher à manger. Le problème, c'est que les pays qui ont le plus à manger sont aussi ceux qui ont le plus de philosophes. La première puissance industrielle de l'Europe, qui est le premier marché dans le monde, c'est quoi? C'est l'Allemagne. Absolument. C'est aussi le pays qui a produit le plus de philosophes. Donc il est temps de faire comprendre aux jeunes que, et si vraiment ce serait adéquat de citer Marx, même si on n'est pas marxiste, c'est le même esprit qui construit les ponts et les chaussées qui également élabore les systèmes philosophiques, les théories dans la tête des philosophes. Si vous n'êtes pas capable de concevoir le pont, vous n'aurez pas un bon pont. C'est l'abeille et l'architecte. Donc d'une certaine manière, de façon ultime, la nouvelle pensée africaine repose au niveau non pas seulement africain mais mondial, l'urgence de la confrontation entre l'abeille et l'architecte. L'architecte peut faire tout ce que l'abeille fait. L'abeille ne peut pas faire tout ce que fait l'architecte. Pourquoi? Parce que l'architecte, lui, philosophe. L'abeille réagit. Les mathématiques. Oui, elle va chercher à manger pour produire plus à manger. Je vais chercher du nectar pour produire du miel. C'est tout ce que l'abeille fait. Et si les êtres humains peuvent détruire toutes les abeilles en un seul jour. Les abeilles n'ont pas les moyens de détruire les êtres humains. Pourquoi? La capacité de penser. C'est le plus grand trésor qui soit. Les systèmes philosophiques, les systèmes sociaux, les systèmes économiques, la capacité même de cultiver. Il y a une très grande invention, par exemple, qui a permis... aujourd'hui, on ne la verrait pas comme une invention, ça semble naturel.
mais qui a permis la plus grande entreprise d'expansion démographique dans l'histoire de l'humanité, c'est la dissémination des Bantous. Vous et moi, nous sommes Bantous. Il y a une majorité des Camerounais sont Bantous. Une très grande partie des Africains sont Bantous. Du nord du bassin du Congo jusqu'à la pointe du Cap. Les Bantous dominent sur cette région-là. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Cette expansion a commencé il y a à peu près 5000 ans. Et donc, ils sont partis à peu près de la zone de la jonction entre le nord-ouest du Cameroun et le Nigeria aujourd'hui. C'est de là que sont partis les proto-bantous. Ils ont essaimé toute l'Afrique. Leur méthode, évidemment, il y avait des méthodes militaires, mais ils avaient une méthode culturelle qui leur a permis de conquérir la forêt. L'agriculture itinérante sur brûlis. Quand vous regardez, tous les Bantous faisaient cela. Donc, il y a ils ont réfléchi, constaté que ce sont des sols assez pauvres. Hein. Les Africains il y a même des géopoliticiens qui ont dit que l'Afrique est en dehors de l'agriculture. Les sols africains ne sont pas aussi riches que les sols de l'Ukraine, par exemple. Ils sont très diversifiés, très discontinus souvent. Par exemple, entre vous qui êtes de la côte et moi qui suis de la forêt, entre les deux, les sols de la plaine côtière et les sols de la forêt sont très différents. Absolument. Donc si vous voulez faire de grandes exploitations agricoles, à la jonction entre les deux, vous allez devoir changer de méthode. Absolument. Mais les Africains l'ont compris et ils ont fait l'agriculture itinérante de brûlis il y a 5-7 000 ans. Et aujourd'hui, c'est encore la méthode culturelle traditionnelle qui nourrit les populations africaines. Bien entendu, il va nous falloir trouver d'autres méthodes de fertilisation pour ne pas détruire l'environnement avec les feux de brousse. Mais ça, c'est une invention qui correspondait à l'époque, qui permettait également de garder les animaux d'un côté, de créer les villages, les villes, etc. etc. Donc, ça, c'est la réflexion qui a produit ça. Dans la nourriture, même dans l'Afrique traditionnelle, partout dans le monde, vous voulez en manger, réfléchissez d'abord. N'empêche que dans l'existant, il y a quand même les politiques publiques africaines qui sont mises en œuvre au quotidien. Y aurait-il des obstacles à l'émergence de la nouvelle pensée africaine par rapport à cette politique publique? Oui, bien sûr, parce que les politiques publiques, elles sont inspirées ailleurs. Elles sont inspirées par les bailleurs de fonds qui, ne savent pas comment développer l'Afrique, comme on l'a dit tout à l'heure, en parlant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Parfois n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Il faut dire les choses très franchement. Personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe en dehors des Africains. Bien sûr. Et parmi ces Africains, beaucoup ont également intérêt à ce que les Africains ne se développent pas. Par exemple, ceux qui aujourd'hui tiennent les rentes des situations, du fait qu'ils sont au pouvoir, ils font tout pour préserver ces rentes de situation. Et ils sont donc en lutte contre la grande masse des gens qui luttent pour l'accès aux moyens d'existence dignes. Et aujourd'hui, c'est la principale lutte sur le sol africain. Et parfois, l'anticolonialisme peut être le cache-sexe, le cache-misère de l'instrumentalisation des populations les plus pauvres. Pour un pauvre, pour un pauvre africain aujourd'hui, qui vit sous un gouvernement incompétent, c'est beaucoup plus facile de critiquer l'Occident que de demander des comptes à son gouvernement. Absolument. Et donc le gouvernement, si c'est un gouvernement de corrompus, d'incompétents et de rentiers, mais il a tout intérêt à ce que ce jeune Africain ne lui adresse jamais aucune réclamation, qu'il se contente de vitupérer contre les colombiens. Il active le patriotisme, le nationalisme, etc. Et tous les instruments. Voilà, et donc la nouvelle pensée africaine va s'employer à mettre de l'ordre dans la pensée. C'est pas trop théorique tout ça. Pardon? C'est pas très théorique. Je ne pense pas de faire comprendre à un jeune Africain que, un jeune homme, toi qui n'as pas d'emploi, et tu dis que tu n'as pas besoin de la philosophie pour travailler, pour t'en sortir. Mais là, tu es en train de dire que ce sont les colons qui sont partis il y a 60 ans qui font que tu n'as pas d'emploi. Et jamais tu ne te mets en idée d'essayer de réformer ton pays, de réfléchir sur comment réformer ton pays, réformer son agriculture, réformer son gouvernement, réformer ses relations sociales, réformer la famille, réformer le foyer, réformer la distribution, l'accès à la terre, au capital, au travail, etc. Vous ne vous intéressez pas à tout ce qui peut vous permettre de créer des richesses. Vous pouvez vitupérer contre les puissances impériales, et ces puissances impériales méritent. Il faut le dire franchement, les crimes qu'elles ont commis sont redevables de l'agressivité révolutionnaire. Encore faut-il que ce soit l'agressivité révolutionnaire. Ici, ce n'est pas le cas. C'est de la déperdition, c'est de l'autoflagellation, c'est du suicide même à la limite, pour un jeune que de vitupérer contre les colons d'hier au lieu de demander des comptes à son gouvernement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Charles Binam Bikoy fait partie de ceux qui ont mieux structuré, ravivé cette nouvelle pensée africaine. Aujourd'hui, comment sa pensée s'articule-t-elle avec celle des autres penseurs?
Oui, alors j'ai rappelé que ce texte sur le gouvernement, le bon gouvernement des sociétés et de la science, qui fait partie d'une des briques de la nouvelle pensée africaine, elle s'emboîte, notamment, si vous regardez déjà l'articulation de la triple ouverture de la revue. Il y a l'évaluation par Moulipi qui était à santé. D'accord. Il y a la prescription par Théophile Benga. Okay. Et puis il y a l'orientation de Charles Binambikoy. Donc vous voyez très bien une cohérence entre les trois. On évalue très bien la situation, et notamment par les exogènes. Asante parle de l'indexicalité, c'est-à-dire la situation dans laquelle l'Afrique a été placée dans le monde, où les Africains ont appris, contre leurs intérêts, à se voir et à voir l'Afrique d'une certaine façon. En étant bien sûr au bas de l'échelle. Ces mêmes jeunes qui vitupèrent contre les colons d'hier, en disant qu'ils sont responsables de tous leurs malheurs, il y en a qui se laissent souvent aller à dire le blanc est fort. Ouais. Le blanc est plus fort que nous, etc. etc. Dans le fatalisme, c'est ça. Voilà, s'il est plus fort que vous, soumettez-vous. Comment espérez-vous Je pense pas, non. Il s'agit de voir comment articuler dans cette réflexion. Elle n'est pas que théorique, vraiment. Je prends des exemples banals sur la jeunesse africaine et certaines tendances dominantes, en tout cas fortes actuelles, au niveau de son comportement, pour essayer de montrer. Donc, cet emboîtement, c'est qu'effectivement, évaluation, ce n'est que lorsqu'on a bien évalué qu'on peut prescrire. Et maintenant, lorsqu'on a prescrit, il faut orienter l'action. Donc là, de manière générale, si vous voulez, de manière méthodique, vous avez cela. Vous avez ces intersections, cette articulation, ces relais entre les pensées des uns et des autres. Mais vous pouvez voir également, le dernier texte dans la grande ouverture, c'est celui sur le bon gouvernement de Charles Binambikoy. Il est suivi directement dans la partie variable par le texte de Fambou Ngoma Binda, qui est professeur en RDC, et qui parle de la philosophie inflexionnelle, ou du sens politique d'une philosophie africaine. Et donc, allez-y, je vous laisse poursuivre. D'accord, donc la philosophie africaine ne peut être pertinente si elle n'a de sens politique. Parce qu'il s'agit de penser la reconstruction des sociétés, de penser la renaissance des sociétés, de penser la réinitialisation de certaines tendances historiques susceptibles de conduire l'Afrique vers les bonnes fins qui sont les siennes, et de la désactivation ou la neutralisation d'autres tendances également plus ou moins fortes qui impossibilisent ou dépossibilisent l'advenue des solutions et des finalités. Interrogeons donc le rôle de l'éducation et la transmission des savoirs, ce qu'il joue dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique africaine, cette nouvelle pensée. La mise en œuvre de la nouvelle pensée africaine, on ne peut pas dire qu'on en soit là. Déjà, elle a connu un temps d'élaboration d'à peu près 10 ans. Pas seulement, ça peut aller beaucoup plus loin. Je pense d'ailleurs que lorsque les chefs d'État d'Afrique décident de mettre sur pied les organismes de documentation des traditions et des langues africaines, ils sont à la recherche de la nouvelle pensée africaine. Un philosophe disait qu'il faut un dispositif où les ancêtres maintiennent leurs dires et rires en amont, et nous, les néophytes, on se met en aval pour fonder la rationalité. Est-ce que les chefs en étaient conscients? Écoutez, il y a une recherche qu'on peut qualifier d'erratique. D'accord. Là, ils ont, pour certains, gaspillé des concepts. Lorsque vous regardez, par exemple, l'authenticité de Mobutu Sese Seko, c'était pas un concept inepte. Avec la Bacoste et tout ça, le Zaïre. Voilà, c'était pas un concept inepte. Sauf qu'il est tombé dans le piège du fait qu'il n'avait pas suffisamment d'éducation et, comme disaient ses critiques à la conférence nationale, n'avait pas jamais pu élaborer un système philosophique capable de soutenir un système politique, ce qui est tout à fait vrai. Mais il avait des conseillers et il a pu piquer chez les conseillers l'authenticité. Et je dois dire qu'à cette époque-là, que ce soit Senghor qui parle d'un socialisme à visage humain avec des propriétés africaines, Julius Nyerere, etc., il y avait une certaine bien-pensance qui avait un dénominateur commun, c'est qu'il y avait au moins des éléments qui devaient concerner la sagesse des Africains eux-mêmes. Ce que les Africains eux-mêmes avaient produit sur le plan de la réflexion, un certain retour à l'Afrique. Donc, dans l'authenticité, il y a l'idée endogéniste, en filigrane, même si elle n'est pas développée. Il y a l'idée autonomiste, il y a l'idée identitaire, il y a peut-être même une certaine idée de renaissance
proto-renaissance, dans la mesure où la renaissance n'est jamais que la réactivation de quelque chose qui a été enfoui, négligé, détruit peut-être, mais qui est identifié comme étant une source de croissance, une source de connaissance, une source de production, une source de créativité. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de la réalité de la renaissance africaine, par exemple, on peut lui imposer l'exigence d'authenticité. Quels sont, alors il faut prendre d'un côté, l'authenticité, c'est souvent, ce qu'on considère comme authentique, c'est souvent des stéréotypes médiatisés. Par exemple, on dit oui, les Africains sont ceci. Pourquoi médiatiser? Je veux dire qu'en dehors des médias, ça se dit également. Mais médiatiser, ça veut dire tout ce qui contribue à la dissémination dans sa définition la plus vaste. Absolument. Et donc, c'est des stéréotypes, souvent. Toutefois, on est en droit de poser la question de ce qui est authentiquement africain. Bien sûr. Par exemple, actuellement, dans le cadre toujours de la nouvelle pensée africaine, il y a des recherches qui ont été lancées avec d'autres partenaires, comme la Fondation de l'innovation pour la démocratie, sur les pratiques démocratiques traditionnelles endogènes de l'Afrique. Et l'une des précautions méthodologiques à prendre pour étudier du point de vue de la nouvelle pensée africaine les pratiques démocratiques endogènes d'Afrique, c'est qu'est-ce qui permet d'affirmer que c'est endogène, c'est-à-dire authentiquement africain? Qu'est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas dans une conflation où on a emprunté quelque chose, on l'a intériorisé? Avez-vous des instruments pour répondre à ces questions? Alors les instruments, ils sont chronologiques. D'accord. Les instruments, ils sont également de lien, ils sont linguistiques aussi. Okay. En général, lorsqu'il y a un nom dans une langue africaine dont on peut démontrer qu'il n'a pas été emprunté, notamment au moment du passage de la pénétration coloniale, à ce moment-là, on est certain que... juste un exemple. Justement, je voulais... On dit que les sociétés africaines ne sont pas des sociétés de l'écriture. D'accord. C'est un stéréotype. La réalité, c'est que beaucoup de sociétés africaines ont eu des écritures, même avant l'arrivée des musulmans. De l'islam qui a apporté l'alphabet arabo-islamique ici. Maintenant, si on va dans une société, on voit à la fois la dimension linguistique. L'écriture a un nom dans cette culture. L'écriture a des pratiques. Il y a une vingtaine d'années, il y a un jeune Camerounais qui a soutenu une thèse, mémoire, sur la civilisation de l'écriture en terre d'oralité, mythe de réalité historique. Et tout ça a été consacré à cela. Donc, l'écriture matérialisée, l'écriture nommée, l'écriture conçue, l'écriture différenciée de ce qui n'est pas l'écriture. Lorsque vous avez tout cela dans une langue bien formulée, on se dit que peut-être que le terme Matila, par exemple, qu'utilisent Douala et les Bassa, etc., peut-être qu'ils ne l'ont pas emprunté finalement. Mais lorsqu'ils disent Tomblo, on sait qu'il y a Tomble chez les Anglais, et que les Anglais sont arrivés ici assez tôt, ils ont trouvé les Douala et les Bassa sur la côte, les Bassa dans leur forêt parlent de Tomblo, il y a problème. Par contre, quand ils disent Mbondo, c'est une sorte de verre fait avec une coquille de noix de coco, et la noix de coco en Bassa, c'est Mbondo. À ce moment-là, on sait que bon, là, ils n'ont pas emprunté. Donc il y a des techniques comme ça qui se basent sur la langue, les concepts, la matérialité. Lorsque ces trois-là coïncident avec l'existence précoloniale, pré-invasion, il y a une présomption, en appliquant le principe scientifique de parcimonie, que ce soit authentique. Toutes choses étant égales, l'explication la plus simple est la meilleure. Parlons de notre aspect, qui certainement fascine Komandoumbé III, l'impact de la délocalisation et de la relocalisation des œuvres d'art africaines sur l'identité culturelle. Alors, l'identité est un terme extrêmement piégé et je n'ai pas le droit, dans le cadre de la nouvelle pensée africaine, de le prendre à la légère. Il y a beaucoup d'illusions identitaires. Pourquoi est-il piégé ? Parce qu'il y a beaucoup d'illusions identitaires, comme je le disais. L'identité suppose une identité à soi, une identité à un autre qui est un autre soi. Okay. Souvent, ça permet mal d'aborder les questions de diversité, les questions d'adversité. Et si on applique le problème au plan stratégique, l'identité africaine par exemple, vous constatez très bien que dans la culture stratégique africaine de ces 500 dernières années, l'ennemi c'est très souvent le frère. Le plus souvent. On peut y revenir si vous voulez bien. On dit que votre ennemi n'est jamais très loin. Oui, mais ça c'est vraiment un principe général pour ce qui est de la culture. Lorsqu'on va regarder l'art et la science du conflit en Afrique, il est plus facile de regarder un pays comme le Cameroun. Tous les Camerounais conçoivent bien qu'on peut faire la paix avec les étrangers. D'ailleurs, on le fait facilement. Mais entre eux,
Regardez un pays comme le Congo, etc. etc. Lorsqu'il a fallu tuer le Lumumba, c'était le Katanga contre les Tétéla, par exemple, etc., etc. Ça arrive très souvent. Donc, nous avons cet obstacle-là qui fait que... De quelle identité s'agit-il? Il y a ce qu'on appelle un cercle concentrique de l'identité. Il y a une identité individuelle, il y a une identité familiale, une identité clanique, une identité ethnique, une identité nationale, etc. Mais si on veut parler d'identité africaine, ce qui est toutefois fondé, c'est pas parce qu'on peut critiquer l'identité qu'elle n'existe pas. Exact. Mais il faut savoir que c'est également une donnée instrumentale. On peut instrumentaliser l'identité pour tout. Donc il y a le primordialisme qui veut que les identités soient données une fois pour toutes, c'est pas vrai. Il y a le constructivisme qui veut que toutes les identités soient construites, c'est vrai, mais pas seulement. Il y a surtout l'instrumentalisme qui veut que, quelle que soit l'identité dont vous excipez, vous êtes en train d'essayer d'en faire quelque chose. Absolument. Donc c'est un instrument. Et il faut donc être très très attentif aux arrière-pensées instrumentalistes de l'identité. Cela dit, si on dit l'identité des Africains chez Senghor, par exemple, c'est d'être de grands émotifs. Je suis désolé, ce n'est pas l'identité des Africains. En tout cas, elle ne se réduit pas à ça. Est-ce que c'est pertinent de le dire de cette façon d'ailleurs? Donc, l'identité africaine, c'est-à-dire le fait d'être africain, se sentir africain, d'être reconnu comme africain. On est africain, on pratique les cultures, les langues africaines, on est reconnu comme africain. Donc vous dites que l'émotion n'est pas nègre. Écoutez, moi dans ma culture, par exemple, un homme ne pleure pas. Ouais. Voilà, de mes ancêtres, dans la formation qu'on donne, les pleurs, c'est pour les femmes et les enfants. Absolument. Un garçon de dans 7 ce ans, radicalisme tel que vous l'exprimez voilà, d'ailleurs. un garçon de 7 ans dit déjà, monsieur, tu es un homme ne pleure pas. Absolument. Donc il ne faut pas monter ses émotions en public. De ce point de vue, les Africains ne sont pas si différents des Japonais. N'empêche qu'il pleure. Oui, pleurer en privé. Maintenant, l'émotion n'est pas l'émotion dans l'absolu, c'est l'émotion perçue. D'accord? C'est l'émotion perçue. Donc l'identité pleurnicharde, c'est l'identité perçue, de ce point de vue-là. Donc par conséquent, non. Si vous regardez par contre nos conquérants, sur lesquels s'alignait Senghor, avec ses maîtres, etc., eux, ils pleurent plus souvent que nous, y compris des hommes. D'accord. Voilà, donc, qui est émotif et qui ne l'est pas. Je ne pense pas que ce soit une problématique très pertinente aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que l'homme est le même. Il y a une nature humaine, même si aujourd'hui, des approches postmodernistes, poststructuralistes ont voulu nous faire croire que tout étant construit, il faudrait renoncer à des paradigmes comme la nature humaine. C'est un paradigme perdu à retrouver. Et la nouvelle pensée africaine va contribuer avec d'autres qui travaillent notamment dans le domaine de la complexité. Il y a un Edgar Morin qui fait du très bon travail là-dessus, ou qui a fait le paradigme perdu, la nature humaine. Et la réflexion africaine, la philosophie africaine, l'art africain sont obsédés par la nature humaine. À la différence que la nature humaine dans la philosophie occidentale sera ontologique, tandis qu'on se préoccupe de l'être. La nature humaine dans la philosophie africaine sera relationnelle. L'interaction avec autrui. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Extrêmement fondamental. Et c'est pour ça que ça peut mal se passer au niveau de la relation, mais du point de vue traditionnel, les cultures philosophiques, parmi de toutes les cultures philosophiques traditionnelles que l'on connaît au monde, la culture philosophique traditionnelle générale est l'une de celles qui se sont le plus préoccupées de la relation. C'est pour ça que l'Européen va dire « je pense donc je suis ». Exact. Cogito ergo sum. L'Africain va dire Ubuntu. Nous sommes donc je suis. La relation, l'interdépendance est extrêmement importante. Donc vous allez brièvement nous rappeler les concepts Ubuntu, bisoïté, mais surtout comment ces concepts peuvent-ils servir de normes pour une société africaine plus inclusive? Comment schématiser tout ça pour que désormais tous vos travaux soient en concorde avec ces concepts? Alors, nos travaux le sont, mais c'est peut-être la société qui a besoin de rentrer en concorde. Ah, c'est la société qui a fait le schéma qui a fait le mouvement. Non, je veux dire, nous allons schématiser évidemment la philosophie, c'est la formalisation de la pensée. Bien entendu, ça c'est notre devoir. C'est le devoir de tous les penseurs, c'est le devoir des philosophes. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Si vous regardez par exemple, je vais le citer à nouveau, Achille Mbembe, son dernier livre, La communauté terrestre, est fondé sur toute la problématique des interactions symbiotiques qui sont incontournables pour la continuité de l'habitabilité de la Terre. Parce que si on continue avec la norme du capitalisme, on va détruire notre planète. Et c'est une philosophie où moi je suis l'être qui domine la nature, qui veut en être comme maître et possesseur. Et si on vous dit qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, quand on est en train de vous dire qu'il n'y a pas d'alternative à la destruction de la Terre, parce que c'est ça l'horizon ultime du capitalisme.
C'est-à-dire que moi, je dois être maître et possesseur de la terre. Dans aucune philosophie traditionnelle africaine, on veut être maître et possesseur de la terre, non. On veut être en symbiose avec la nature. On se parle. Absolument. On s'harmonise. Et donc, par conséquent, la nouvelle pensée africaine doit s'affirmer ambitieuse à ce point, de dire, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de mettre de l'ordre dans les idées de manière à ce que l'espèce humaine et les autres espèces qui font partie de la biosphère aient une chance de survie pour que l'habitabilité de la Terre reste possible au-delà de 10 000 ans. Parce que les calculs prospectifs ont démontré que nous avons eu à peu près 10 000 ans pour construire la civilisation globale qui est la nôtre aujourd'hui, qui a ce très 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 petit balbutiement de début, avec la bigoterie des uns qui ne peuvent pas sentir les autres. Nous avons globalement 5 000 ans pour changer de modèle ou disparaître. Et ces 5 000 ans-là, c'est pour disparaître, en fait, parce que c'est maintenant qu'il faut changer de modèle. Or, la réflexion qui préside au capitalisme dominant, et au modèle qui domine le monde, y compris le modèle de gouvernement, sur lequel vous avez eu l'accent, c'est la conquête. Absolument. Être maître et possesseur des autres, sans jamais se contrôler soi-même. Être le jouet de ses appétits obsédants, sans jamais essayer de les contrôler, mais on veut contrôler les autres. La philosophie africaine, les philosophies autres que la philosophie dominante, les philosophies alternatives, disent autre chose, disent symbiose, etc. Et donc, par conséquent, lorsqu'on dit Ubuntu, lorsqu'on dit bissoïté, alors la bissoïté, c'est, si vous voulez, ça prend cette distance avec l'individualisme. Il est impossible que je sois moi. Mon individualité, l'affirmation de mon individualité n'est possible que parce qu'il y a l'autre. L'idée même que je sois un individu ne peut émerger en moi que parce qu'il y a l'autre. En communauté. Donc, par conséquent, il y a interaction irréductible, même dans l'affirmation la plus extrémiste et la plus bigote et la plus néantisante de l'individualisme. Dans l'individualisme, pour ainsi dire, il s'auto-condamne. Il a même c'est même une sorte de paradoxe performatif. Quand vous affirmez l'individu, vous êtes en train d'affirmer sa relation dans l'inter-individualisme et beaucoup d'autres niveaux. Et donc, ce n'est pas seulement au niveau des autres êtres humains, c'est les autres êtres en général. Donc, Bissau, comme chez les Douala, ici c'est Lingala, Wenceslas Betumulumba, l'auteur du concept de bissoïté, dans ce numéro de la revue, il est congolais. Donc là, il est en train de parler lingala. Ubuntu, je crois bien que c'est en Afrique du Sud, mais c'est Nelson Mandela qui popularise. Donc là encore, c'est des bantons. On pense à Nelson Mandela et Kosa, etc. Donc, si on veut monter un peu dans la théorie, si vous en avez convenance, les sciences de la complexité aujourd'hui démontrent que c'est les Africains qui avaient raison. Ce n'est pas la particule qui est élémentaire. C'est pas du chauvinisme. Bon, que ce soit du chauvinisme, pour moi, je parle de les sciences les plus avancées aujourd'hui confortent que c'est ce qu'on a rejeté, la pensée africaine par exemple, qui avait raison sur, lorsqu'on examine les choses les plus importantes, c'est-à-dire par exemple la complexité. Dans les sciences de la complexité, ce n'est pas la particule ou l'entité qui est importante, mais la relation. La relation. Donc, lorsqu'on dit au niveau subatomique, les particules élémentaires, par exemple, ce ne sont pas les particules qui sont élémentaires, ce sont les relations qui sont élémentaires, parce que la particule, à la fois, elle est en même temps un corpuscule et une onde. Et il n'y a pas d'onde. Quand on parle d'onde, c'est une relation déjà. Ça se propage dans l'espace et dans le temps. Ça rencontre d'autres particules, d'autres ondes, etc., etc. Donc, l'Ubuntu et la bissoïté sont plus proches de la vérité que le cogito ou l'individualisme. Dès lors, quels sont les défis auxquels l'Afrique doit faire face dans sa quête d'un avenir plus souverain, évidemment partant de vos travaux? Il faut d'abord une souveraineté épistémologique. L'école, aujourd'hui en Afrique, c'est l'école du 19e siècle, je l'ai dit d'entrée de jeu. L'objectivisme, le naturalisme, etc., etc., voilà, tout cela. L'être humain est spécial et il fait de la nature ce qu'il veut en l'abordant objectivement, etc. C'est faux. C'est tout à fait faux. Mais on oublie souvent que cette science du 19e siècle que nous étudions encore aujourd'hui, c'est elle qu'ont appliqué les nazis. Tout le monde diabolise les nazis, ou comme ils le méritent, dans une large mesure, mais ceux qui les diabolisent font la même chose en appliquant
ces préceptes de l'objectivisme, du naturalisme, etc., etc. À l'époque d'Hitler, on mesurait les crânes des gens, on disait Wissenschaft ist objectif. La science est objective. Et donc, je vais mesurer objectivement le nez du juif, le crâne du nègre, etc., etc. C'est cette même science qui existe encore aujourd'hui, c'est celle qu'on a copiée. La science objectiviste, la science positiviste, etc., etc. Dans tous les domaines de la pensée. Alors, cette science-là, elle est non seulement nuisible, elle est méthodologiquement fausse. Et donc, il faut une nouvelle science. Et donc, la science étant souvent jouant un va-et-vient avec la philosophie, que l'on a qualifiée de mère des sciences, c'est la pensée. Le type de pensée qui génère le type de science pour une époque. Et donc, par conséquent, s'il faut une science qui va correspondre à ce dont nous avons besoin pour la réalisation de nos objectifs technologiques, industriels, sociaux, politiques, culturels, etc., ben, il faut une autre science que celle du 19e siècle que nous appliquons actuellement. D'accord. Et du coup, vos travaux, je veux dire que votre réflexion participe de la conception d'un avènement des États-Unis d'Afrique comme une question centrale, déterminante et même comme une question de survie. Pure et simple, question de survie. Alors, il y a une sorte de dilemme ici de la réalité, mais un dilemme très positif. Pour que les Africains survivent, il va falloir qu'ils aient une certaine volonté de puissance. Mais même si les Africains n'ont pas de volonté de puissance, ils ont seulement la volonté de survivre, même au rabais, et qu'ils prennent toutes les dispositions pour garantir qu'ils ne vont pas disparaître, ils vont finir par construire la puissance. Du fait simplement de ce que les économistes appellent la dotation, les dotations de l'Afrique. Les dotations en facteurs de l'Afrique sont énormes. Du point de vue humain, du point de vue matériel, du point de vue naturel, du point de vue des savoir-faire. Par exemple, l'économie de l'avenir est une économie que d'aucuns ont appelée une économie de l'affection. Une économie où l'individu fait plus qu'il n'est capable de faire du fait qu'il a une communauté avec lui. Okay. Dans les communautés africaines traditionnelles, chez les Bantous en particulier, que je connais mieux que d'autres, tout le monde a accès à la terre. Tout le monde a accès au capital. Tout le monde a accès au travail. C'est pour ça qu'il n'y a pas de destitution en milieu rural chez les Bantous. À la rigueur, si vous avez commis un crime grave, on peut vous chasser de votre village. Mais si vous êtes un enfant dans votre village, vous avez droit à une parcelle de terre pour construire votre habitat. Vous avez droit à une parcelle de terre pour cultiver votre nourriture. Il n'y a pas d'exception. Il y a très peu de peuples qui ont fait ça dans l'histoire. Quand vous regardez la norme partout ailleurs en Asie, en Amérique, mais surtout en Europe, le schéma c'est qu'il y a une grande majorité qui cultive une terre qui ne leur appartient pas, de paysans, et une minorité de propriétaires qui protègent une terre qu'ils ne cultivent pas. Et donc, lorsqu'on regarde toutes ces dotations de l'Afrique, l'économie de l'avenir va devoir être inclusive à ce point. Mais il faut pouvoir la construire. Quand vous dites que vous voulez être les États-Unis d'Afrique, bien entendu, vous avez raison. Mais il va falloir traverser les obstacles. C'est une question de survie. Dans quel sens? Revenons précisément de manière sérieuse sur votre question. C'est parce que l'Afrique ne sera pas capable de se défendre si elle en reste là où elle est. Avec l'économie ultralibérale, aucun pays africain, par lui-même à lui seul, ne peut se défendre, même pas l'Afrique du Sud. Bien sûr. Lorsque des pays très très fiers d'eux-mêmes, qui proclament même d'avoir combattu le colonialisme, lorsqu'ils font leur budget de l'État, ils intègrent l'aide internationale jusqu'à parfois un tiers du budget national. Il y a problème. C'est-à-dire que si on vous enlève ce tiers-là, vous aurez obligé... D'ailleurs, même lorsqu'on vous l'a pas enlevé, vous empruntez pour fonctionner. Absolument. Alors, les États-Unis d'Afrique, c'est un empire extrêmement puissant, potentiellement. C'est une puissance en sommeil. Et donc, dès lors que vous dites que vous voulez être les États-Unis d'Afrique, vous avez déclaré la guerre à ceux qui n'ont pas intérêt à ce que cette puissance-là émerge. Qu'est-ce que vous faites de ça? Mais si vous ne faites rien, on vous met dans la situation de l'Est du Congo. Et l'Afrique, l'Est du Congo, aujourd'hui, représente, c'est la métaphore de toute l'Afrique. Votre survie n'est pas garantie. La nature ne garantira pas notre survie. C'est la pensée, une pensée alternative capable de générer de la puissance et de la prospérité avec les autres, non pas contre les autres. Donc, aujourd'hui, la survie des Africains n'est pas garantie.
tout le monde sait que l'avenir, c'est en Afrique, sauf les Africains. Les Africains, ils veulent faire quoi? Comme font nos jeunes. Quitte à mourir dans la Méditerranée, je vais aller être éboueur. Les visas pour le Canada. En Afrique de l'Ouest, en Europe occidentale, par exemple. Et donc, les villages sont en train de se vider. Il y a des tendances fortes, cette tendance à la démission des Africains, qui font qu'effectivement, l'Afrique peut être détruite. Mais c'est vrai qu'elle a été détruite plusieurs fois dans le passé, elle est toujours là. Mais dans une sorte de vie végétative. Il faut sortir de notre mare au crapaud. Et c'est le cerveau qui est la dotation en facteur la plus importante, la matière grise. C'est ça, les avantages comparatifs, tous les avantages comparatifs absolus viennent de là. C'est des avantages dynamiques. La nature, les matières premières sont des avantages, étant des avantages statiques. Donc maintenant, si on veut construire par exemple la métallurgie africaine, il n'y a pas un seul pays africain qui est capable, même pas l'Afrique du Sud, de le faire par lui-même. Il faut s'allier. C'est une technologie. Et donc, soit vous allez, comme disait Martin Luther King encore, soit nous allons apprendre à vivre ensemble comme des frères, et cela ne peut se faire de manière optimale que dans le cadre d'un État fédéral continental, soit nous allons tous mourir comme des imbéciles. Et nous n'en sommes pas si éloignés. Dans nos luttes, donc j'ai résumé tout à l'heure qu'elles consistent essentiellement en cette confrontation, tantôt feutrée, tantôt explosive, entre les détenteurs des rentes issues de la privatisation des biens de tout le monde, qui sont aux affaires dans la plupart des pays africains, et les peuples, dont la plus grande majorité n'arrive pas à accéder aux moyens d'une existence digne. Et donc voilà, dans le cas des États-Unis d'Afrique, il y a une certitude de pouvoir construire cela. On ne peut pas construire les États-Unis d'Afrique sans construire une puissance militaire, sans construire une puissance économique, sans construire une puissance diplomatique, etc., etc. Toutes les 6 conditions que Nkrumah a énumérées et que rappelle Cheikh Tidiane Gadio également dans ce numéro. Donc, du jour même où vous décidez de construire les États-Unis d'Afrique, vous êtes déjà une puissance. Et c'est la seule chose qui garantira votre survie. Ça veut dire qu'inversement, si vous ne l'avez pas fait, votre survie n'est pas garantie, quels que soient les milliards de dollars que vous pouvez amasser en pillant votre pays. Votre survie n'est pas garantie. D'ailleurs, on voit très bien là où les nôtres, appelons-les comme ça, nos gouvernants, allaient ou vont déposer les fruits des rapines. Absolument. Et donc, toujours, ils n'ont pas toujours accès. La fortune de Mobutu, sa famille y a eu accès de façon très, très insignifiante, peut-être même pas un dixième, etc., etc. Est-ce que c'est ça le schéma? Alors, pour finir, je veux dire, tout cela se passe dans un contexte mondial. Pendant que vous réfléchissez à vous développer à travers la nouvelle pensée africaine, les autres, eux, réfléchissent pour maintenir leur position avantageuse actuelle. Comment tout cela se met en place face justement à ces défis environnementaux globaux, face à l'extérieur qui, vous l'avez autrement dit, va certainement être déterminé à conserver, qui sait peut-être à améliorer sa position de domination internationale? Dans le jeu cannibale, qui est caractéristique du capitalisme global et même de ses relais localisés, c'est cela, c'est ce à quoi il faut s'attendre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut opposer à cela? C'est en bref votre question, à partir de la nouvelle pensée africaine. C'est que la nouvelle pensée africaine travaille de manière globale, mais également de manière, si vous voulez, sectorielle. Il y a une nouvelle pensée africaine du développement, il y a une nouvelle pensée des savoirs, il y a une nouvelle pensée de l'éducation, il y a une nouvelle pensée stratégique. Spécifiquement, la nouvelle pensée stratégique, disons, le segment nouvelle pensée stratégique et prospective endogène de l'Afrique, dont parle Patrice Passy dans son numéro. Mon article touche également à ces questions, est là pour pour les évaluations des situations et leur transformation. Dans le potentiel qui est celui des cultures africaines, notre approche de la stratégie n'est pas celle qui vise nécessairement à détruire l'autre, à détruire l'adversaire. Donc il y a une grande partie de transformation des conflits pour pouvoir renaître avec l'autre, y compris avec le bourreau. À la fin du XXe siècle, il n'y a eu que 2 exemples où on a pu dépasser les atrocités par une approche inclusive qui avait pour souci et efficacité de garantir que les adversaires d'hier, les bourreaux et les victimes d'hier puissent désormais coexister et construire quelque chose ensemble. C'est l'Afrique du Sud de Nelson Mandela et c'est le Rwanda de Paul Kagame, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher par ailleurs, à juste titre d'ailleurs en ce qui concerne l'Est du Congo. Lorsque l'on sort du génocide rwandais,
Les Tutsis sont toujours minoritaires au Rwanda et les Hutus sont toujours majoritaires. Il faut, si on doit punir tous les génocidaires, il n'y aura plus personne pour développer le Rwanda. Il faut donc un pays où les anciens génocidaires et les anciennes victimes du génocide et leurs descendants sont capables de construire ensemble. On est allé chercher dans les traditions africaines, les gachacha, les tribunaux populaires où les voisins, les frères se jugent et se pardonnent entre eux, mais sans occulter la vérité en aucune façon. C'est ça qui pose des problèmes dans certains pays d'Afrique, où on a connu des conflits sans aucune réconciliation. Donc, les Africains ont des ressources traditionnelles. La pensée stratégique africaine va mettre sur pied une nouvelle culture stratégique capable d'opérer de tels miracles. Le terme, je crois, vous me le considérez, n'est pas du tout excessif. Regardez, dans l'Allemagne nazie, il n'y a pas eu de réconciliation entre les Juifs et les nazis. Les nazis ont été punis, pendus, etc. On a dit plus jamais de nazis, jusqu'à aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a toujours des nazis. Il y a toujours des juifs. Et les nazis et les juifs cherchent toujours à s'entretuer. 80 ans, 100 ans, dans 20 ans, 100 ans, ce sera la même chose. Ce sera toujours ça. En revanche, on a le Rwanda et les Gachacha. On a l'Afrique du Sud qui ont donné l'exemple au monde. Donc, la nouvelle culture stratégique africaine est capable de réussir des choses que les cultures stratégiques agressives sont même incapables de concevoir. C'est donc au niveau de la pensée qu'on peut aller systématiser cela et le populariser pour l'installer comme donnée coordonnée de l'action publique, du gouvernement, de l'être ensemble, de la construction et des projections. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de prospectives. Dans la méthodologie, après la méthodologie possibilisationniste que je propose, elle s'actualise dans le raisonnement émergentique. Comment faire advenir des émergences ? Cette question ne se pose pas. Tout le monde parle d'émergence, personne ne la définit. Personne ne dit. Dans la durée, dans le temps. Ne la définit même tout simplement. Quand vous regardez, par décret, on dit tel pays va émerger en telle année, tel pays en telle année, tel pays en telle année. Et puis on dit qu'on est au travail pour faire cela. Sans aucune surprise, ce n'est pas arrivé. La Côte d'Ivoire, c'était 2025, on n'a pas vu. Le Gabon 2020, on n'a pas vu, etc. etc. Et donc, le Cameroun 2035, les tendances montrent tout autre chose. Donc, si on s'en tient aux tendances, à la prospective, ça ne va pas marcher de cette façon. Définissez d'abord vos objets, définissez d'abord vos cibles. Et ça se passe au niveau de la pensée. Ce n'est pas les gens qui veulent manger tout de suite sans réfléchir qui vont résoudre ces problèmes. Donc, la nouvelle pensée prospective et stratégique africaine, elle est chargée au premier chef, et je ne lui connais pas. Il y a peut-être des parallèles, mais il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas, si vous voulez, de substitut qu'une nouvelle pensée. Jusqu'ici, on a dit, par exemple, on sait tout ce qui devait se passer en l'an 2000. Ouais. Tout le monde avait des projections pour l'an 2000, etc., etc. Au contraire, les 20 dernières années du XXe siècle sont considérées comme 2 décennies perdues pour le développement en Afrique. Et la pensée stratégique prospective africaine démontre également que les 20 premières années du XXe siècle sont 2 décennies perdues pour l'industrialisation de l'Afrique parce que c'était la meilleure fenêtre d'opportunité. Mais est-ce que les gouvernants africains ont écouté leurs prospectivistes ? J'en connais quelques-uns, y compris ceux qui sont actifs dans le mouvement de la nouvelle pensée africaine, qui avaient montré comment le desserrement de la contrainte monétaire était une occasion en or. Lorsqu'on s'est remis à s'endetter, ce n'était pas pour s'industrialiser, on a fait toute autre chose avec, et c'est pratiquement tous les pays africains. Et donc, par conséquent, quelle est la philosophie qui fonde votre volonté d'émergence, votre démarche d'émergence, vos coordonnées d'action en vue de l'émergence? L'avez-vous déjà trouvé? Oui, absolument. Je vous conseille de lire les travaux du Cerf de Tola. Nous avons, pour prendre un exemple au niveau théorique, un exemple au niveau praxéologique. Au niveau théorique, il y a la démarche émergentique qui est proposée dans cette revue, qui, en réalité, prend le concept d'émergence à la lettre comme propriété des systèmes dynamiques complexes. Dans le système dynamique complexe, il y a tellement d'éléments et d'interactions entre les éléments que ça va produire quelque chose qui ne peut pas se réduire aux composants. Et c'est cette chose-là qui est la propriété émergente. Pour ce qui est de la vie biologique, par exemple, le cerveau, l'intelligence est une propriété émergente de la vie biologique. En raison de la complexité du cerveau, on a quelque chose qui ne peut pas se réduire à la matière. Il y a quelque chose d'immatériel qui a émergé là. C'est ça la notion d'émergence. Donc, lorsqu'on la traduit au sens économique, ce qu'on a, c'est que il y a un niveau de productivité exponentielle qui ne se réduit pas aux composants de départ.
C'est-à-dire, lorsqu'on a mélangé, lorsqu'on a composé, ça a donné quelque chose qui dépasse les simples composants de départ, etc. Et donc, le raisonnement émergentique, c'est celui qui prend donc, fait l'évaluation, fait l'orientation, fait les prescriptions, et met ensemble les éléments pour voir comment ce qu'on appelle une stimulation initiale peut amener à une productivité exceptionnelle ou exponentielle. C'est ça au plan théorique. Au plan praxéologique, pour ce qui est de l'Afrique et de son industrialisation, il y a des travaux en cours, en particulier ceux de Charles Binambi et Jean Eudbiem sur le concept d'industrie-tradition. Okay. L'industrialisation de l'Afrique par ses traditions. L'industrialisation des traditions africaines. C'est-à-dire que nous savons tout ce qu'il y a sur l'économie libérale, nous savons que ce que nous pouvons activer dans l'économie libérale, nous savons également que nous avons nos traditions, nous avons des traditions agroalimentaires qui sont industrialisables. Nous avons des traditions agro-phytopharmaceutiques qui sont industrialisables. Nous avons des traditions agro-phytocosmétiques qui sont industrialisables, etc. Nous avons des traditions de la parure, du cuir, du textile, du vêtement, etc. Nous avons également, et peut-être surtout, les traditions immatérielles, celles du cerveau. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques années, la plus grande entreprise de diffusion de films par streaming, Netflix, est venue en Afrique financer des jeunes Africains dans le cadre du projet African Folk Tales Project. Transformer les contes et légendes d'Afrique en scénario de cinéma. Netflix donne 25 000 $ à chacun des finalistes pour qu'ils fassent un scénario avec. Et puis après, on les amène aux États-Unis. Là-bas, on leur donne 100 000 $ à chacun. Ils doivent faire un court-métrage. 100 000 €, ça fait 100 millions de dollars. Pas 100 000 $, ça fait 60 millions de francs CFA. Il y a des jeunes gens là donc, qui n'avaient jamais touché 1 million de francs CFA. Quand vous les mettez dans de telles conditions de travail, ils vont produire. Maintenant, le problème, c'est quoi? Qui va récolter les bénéfices? C'est Netflix. À supposer même que ces gars réussissent à venir tourner le film ici et qu'ils fassent entrer ces 125 000 $ chacun dans l'économie du Cameroun, ce qui n'est déjà pas mal. Mais lorsque Netflix va prendre ce produit et le streamer, lui va gagner des millions. Absolument. Et donc l'Afrique doit se réveiller tout de suite et se mettre à l'industrie-tradition si elle veut émerger, si elle veut s'industrialiser, si elle veut construire l'Afrique que nous voulons. Je garantis que si l'Afrique pratique l'industrialisation de manière systématique et comme politique publique centrale de développement pendant 10 ans, des pays comme le Cameroun deviennent des pays développés en 10 ans. Tout ça est schématisé. Vous avez des travaux qui ont déjà apparu et qui sont en cours, y compris des travaux qui le démontrent sur la base théorique de la pensée stratégique endogène et prospective africaine. Mais on ne va pas vous laisser faire, certainement. Ben, personne ne peut nous empêcher de réfléchir. Maintenant, est-ce que nos gouvernants vont faire le minimum qu'il faut pour insérer cela dans les politiques publiques? Vous savez, la stratégie, elle est très souvent indirecte. C'est-à-dire qu'au lieu de se confronter de façon massive aux forces extrêmes de l'adversaire, lorsqu'on est soi-même faible, on applique la stratégie du faible au fort, c'est-à-dire le contournement. Donc il y a des moyens directs et des moyens indirects d'application de l'industrie tradition. Et je vous assure, cela ne vous a pas non plus échappé, les produits industries traditionnels sont de plus en plus dans les supermarchés, y compris les supermarchés européens, dans les capitales, les grandes villes africaines. Donc on peut dire que c'est une tendance historique qui serait incoercible. Le problème, c'est qu'on peut vous voler votre industrie tradition. Absolument. Exactement. C'est peut-être moins dans les magasins des Africains en Afrique aujourd'hui et plus dans les magasins des Européens en Afrique qu'on vend des produits industries traditionnels. Donc il faut la pensée stratégique, la nouvelle pensée africaine est là pour prévoir ce genre de piège. Jean-Eudes, bien merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir baladé dans cette pensée, j'ai failli dire dès l'entame, très intelligente et intellectuelle. Je crois que vous avez un rendez-vous à l'Université de Yaoundé. Hein? Tout à fait. La présentation mondiale de la revue Nouvelle Pensée Africaine. Je ne sais pas si vous pouvez la montrer à l'écran. Oui, je crois que... La revue Nouvelle Pensée Africaine vient de paraître. Donc il y a une présentation mondiale qui aura lieu à l'amphithéâtre 300 de l'Université de Yaoundé 1. Exactement dans une semaine, le jeudi 19 février à 15h. Et donc, ce sera une présentation inédite, à la fois du mouvement de la nouvelle pensée africaine et de son principal vecteur, qui est la revue Nouvelle Pensée Africaine, qui vient de paraître et qui a tous ces titres que vous avez évoqués de façon elliptique. Je pense que cette revue a un bel avenir, comme l'Afrique a un bel avenir, pour peu qu'on veut bien renouveler la pensée, parce que la renaissance, c'est d'abord ça. Gardez votre positivisme, on va observer tout cela.
qui c'est peut-être dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, et voir si les Africains, dans leur nouvelle pensée, pourront relever le défi. Merci Jean-Eudes. Bien, vous êtes venu de Yaoundé pour nous faire partager cette nouvelle pensée-là. Bon retour sur Yaoundé. Merci infiniment. Et certainement la prochaine, qui sait peut-être, dans nos prochaines éditions, on pourra mieux comprendre l'évolution de la mise en œuvre de cette pensée africaine. Avec plaisir. Merci à vous à la maison d'avoir regardé l'entretien ce soir. Jean-Eudes Bien, le conseiller technique de Sardo Tola. Avec lui, on a donc partagé cette nouvelle pensée qui c'est peut-être que les Africains adopteront pour leur développement. Bonsoir et à jeudi prochain.